Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, c'est une petite révolution en Arabie Saoudite. Dans quelques mois, les femmes auront le droit de conduire. Cette mesure est un gage d'émancipation, mais la route est encore longue avant l'égalité des droits avec les hommes. Afro-descendantes, afro-européennes ou tout simplement afro, sans tabou ni faux semblant, des femmes noires racontent les clichés dont elles font l'objet et leur désir de contre-attaque. Leur témoignage à découvrir dans un documentaire d'Amandine Gay, notre invitée. Et enfin, au Pakistan, pays pour le moins patriarcal, l'apparition d'une héroïne de bande dessinée qui lutte contre les injustices envers les femmes. Mais pour commencer donc, direction l'Arabie Saoudite, seul pays au monde qui interdisait jusqu'à présent aux femmes de conduire. Le roi vient de prendre un décret pour les y autoriser d'ici quelques mois. Un réel progrès qui demeure néanmoins minime face aux discriminations que les Saoudiennes connaissent. Ce simple geste ne sera bientôt plus un délit. Plus exactement, en juin 2018, les femmes pourront conduire en Arabie Saoudite. L'annonce a surpris tout le monde dans le royaume, à commencer par les femmes. Je suis très heureuse. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Ça fait des années que nous attendons ça. J'ai 27 ans, j'attends cette décision depuis 27 ans, ça a toujours été mon rêve. Cela va nous aider à compter sur nous-mêmes et à ne plus avoir besoin de qui que ce soit. Nous n'allons plus avoir besoin de chauffeurs. Toutes les femmes seront libres et indépendantes. L'Arabie Saoudite était le dernier pays au monde à interdire aux femmes de conduire. Une interdiction bravée par quelques-unes depuis les années 90. Malgré les risques de représailles, certaines ont récemment posté sur Internet des vidéos d'elles en train de conduire. L'une des auteurs de ces vidéos explique les raisons de son geste. L'objectif de ces vidéos, c'est de faire comprendre aux autorités que la société doit s'habituer à voir des femmes conduire. Il n'est pas question d'aller manifester, mais de permettre aux femmes de conduire et de faire en sorte que la rue s'y habitue. Il y a 2 ans, les femmes ont obtenu le droit de vote. Bientôt, ce sera celui de conduire. Vous avez ce décret qui vient d'être pris, mais il faut savoir, elles ne peuvent pas être arrêtées par des policiers hommes, ce qui veut dire que ça va nécessiter une formation de policiers femmes. Il va falloir, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc c'est tant mieux. Je trouve que voilà, cette décision a été lancée. C'est important, si vous voulez, pour les femmes. Ils ne reviendront pas sur cette décision. Donc c'est au moins une bonne chose de faite. Prochain combat pour les militantes des droits des femmes, abolir le régime de tutelle. Une loi qui oblige les Saoudiennes à demander l'autorisation d'un parent masculin pour toutes les démarches de la vie quotidienne. Le 11 octobre prochain va sortir dans les salles en France Ouvrir la voie. Dans ce documentaire, 24 femmes afrodescendantes racontent leurs conditions de femmes noires en Europe, les clichés auxquels elles font face, leurs réponses face au racisme et au sexisme. Ces témoignages, c'est vous qui les avez recueillis, Amandine Gay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous raconter pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire, ce film. Mais avant ça, je vous propose d'en regarder un extrait. J'avais 3 ans, j'étais dans un parc. Et la petite fille, elle m'a dit « Non, je ne veux pas jouer avec toi parce que tu es noire. » C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça m'a fait tellement mal que je m'en rappelle encore maintenant. Et je me rappelle même de là où j'étais. J'ai les images encore dans ma tête. 3 ans, c'est jeune, hein? Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux. Et il m'a dit « Jamais t'es noire ». J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père. Traverser la rue et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit « Regarde maman, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire ». Voilà, alors ces femmes, 24 femmes, vous les avez trouvées comment en fait, Amandine Gay ? Alors, il y a eu plusieurs canaux de recrutement, on va dire. La première étape, ça a été de tester mon questionnaire avec des amis, puisque moi, je n'ai pas grandi dans la communauté noire, j'ai été adoptée. Donc, j'ai testé avec des amis qui avaient, elles, grandi dans les communautés afro. Puis, quand j'ai été contente de mon questionnaire, je l'ai présenté sur les réseaux sociaux en disant je veux faire un documentaire afro-féministe. Si ça vous intéresse, je vous envoie une note d'intention et un synopsis. Et là, j'ai reçu énormément de réponses en très peu de temps. Donc, j'ai arrêté les pré-entretiens à 45 pré-entretiens. Parce que c'était déjà beaucoup de monde. Et puis, suite à la présentation du questionnaire, justement, parce que je voulais que les filles soient à l'aise avec toutes les thématiques qui allaient être abordées dans le film, parce que c'est un film où on parle autant de dépression que d'orientation sexuelle, que de choses aussi intimes, de rapport à l'enfance, comme on voit au début du film. Donc, je voulais que tout le monde soit à l'aise avec ça. Et donc, suite à la présentation des thématiques, finalement, 24 personnes ont souhaité participer. Le point commun, finalement, de ces
femmes, c'est quoi? C'est des femmes qui disent avoir ressenti à un moment donné le fait d'être noire, d'être une minorité, d'être victime de racisme et d'être afroféministe aussi? Alors, je pense pas qu'elles se définissent toutes comme afroféministes, mais c'est sûr que pour moi, ce qui était important, c'était finalement de montrer que ce qu'on avait en commun quand on était des femmes noires en contexte européen, c'était finalement l'expérience minoritaire. Qu'on avait, en tout cas pour moi, il y a un vrai manque de représentation de la pluralité, de la diversité des femmes noires en France. On nous voit toujours comme un groupe monolithique et j'avais vraiment envie de montrer qu'au contraire, on était très diverses, qu'on n'avait pas les mêmes parcours, que certaines n'avaient même pas d'ailleurs été construites comme noires. C'est pour ça que dans le film, c'est très important qu'il y ait des personnes qui sont nées au Sénégal, qui sont nées en Haïti, qui ont grandi dans ces espaces qui sont noirs et donc où finalement elles appartenaient à la norme, où elles ont été construites comme noires une fois arrivant dans le monde de l'Europe francophone. Et toutes font quand même face à un moment donné à des clichés qu'on leur renvoie. D'ailleurs, on va écouter un autre extrait de votre film et on en reparle juste après. Moi, quand j'étais plus ado, il y a un mec qui m'a dit « Ah, on dit que les femmes noires sont des tigresses au lit. » C'est ça qu'il m'a dit. J'avais 16 ans. J'ai dit « Putain... » À l'époque, j'avais pas les outils et j'avais pas le recul. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi ça? Donc j'ai fait ouais, peut-être oui. J'ai répondu un truc comme ça, mais j'étais ignorante. J'ai eu droit à des commentaires, voilà, de ce genre-là, quoi. Genre non, mais de toute façon vous, toi tu dois vraiment être une sauvage au lit et tout. Juste parce que j'étais noire et j'étais jeune, hein, j'avais 15-16 ans et surtout bon, j'étais vierge quoi, donc tu me dis ça et pourtant j'ai jamais entendu de propos comme ça dit à mes potes blanches, ah mais vous les femmes blanches vous devez avoir quelque chose, non, c'est juste des adolescentes qui découvrent leur sexualité. Vous, des clichés comme ça, vous les avez subis aussi? Oui, de toute façon, le questionnaire, il est basé sur mon expérience. Ce film, c'est un film concept, c'est une grande conversation entre 24 femmes noires, mais en fait, il y en a une 25e qui est moi. Donc, toutes les questions que je leur ai posées, c'est venu de mon parcours. Donc, à la fin, je leur demandais même plus, par exemple, est-ce que tu t'es déjà sentie fétichisée sexuellement? Mais je disais juste aux filles, si je te dis panthère, gazelle, féline, et puis là, elles partaient toutes seules, parce que c'est des choses qui nous arrivent tellement régulièrement, et effectivement, dès un très jeune âge. Et ça, c'était important pour moi aussi que les filles expliquent ça. Le fait que souvent, on n'est même pas encore actif sexuellement, qu'on nous projette déjà ces imageries sexuelles, bestiales, sauvages et très dégradantes finalement. Alors, vous avez dit Belgique, France, parce que donc ces femmes vivent en France et en Belgique. Vous-même, vous êtes partie vivre au Canada. Est-ce que l'expérience de femme noire est différente dans ces différents pays? Oui, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des classiques. Par exemple, la question de la fétichisation sexuelle, elle se retrouve dans tous ces pays-là. Par contre, après, il y a des nuances, il y a des choses qui sont très différentes. Et puis, ce que j'explique souvent, c'est que dans les espaces francophones, on a tendance à toujours pointer un pays qui serait pire en termes de négrophobie, en termes de sexisme ou de racisme. Donc en France, on va toujours nous dire « Oui, mais regardez la situation des Noirs américains ». Et puis par contre, pour les Belges, les Suisses ou les Québécoises, on va leur dire « Oui, mais regardez comme le racisme est violent en France ». Et donc ça, pour moi, c'est très intéressant aussi d'avoir fait un film en français sur l'expérience de femmes noires, d'espaces francophones, des femmes noires en contexte minoritaire, parce que c'est un peu une expérience qui disparaît. C'est-à-dire que soit, en fait, on est au fait de ce qui se passe sur le continent, où on sait ce qui se passe pour les Afro-Américains, Afro-Américaines. Mais ce qui se passe pour les Afro-descendantes d'Europe, ça, c'est un peu moins connu. C'est un peu moins connu. Très rapidement, c'est un film quand même afro-féministe. Là, on entend beaucoup de femmes qui disent qu'elles font l'objet de racisme. Est-ce qu'elles subissent aussi le sexisme, y compris d'hommes noirs, par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est vraiment un des mouvements du film qui était important pour moi, qui est que justement, toutes ces questions-là, elles sont extrêmement liées. On ne peut pas vraiment dissocier le fait d'être femme et noire. Quand on nous dit panthère, gazelle, féline, c'est du sexisme et du racisme. Et donc du coup, ça revient dans beaucoup de thématiques et surtout effectivement quand on est sur le corps, sur les cheveux. Et ça, c'était aussi important pour moi de montrer qu'il y a plusieurs injonctions qui arrivent quand on est une femme noire et qui sont des injonctions qui proviennent du monde blanc, qui proviennent du monde noir, qui proviennent aussi du monde de toute la question patriarcale. Merci beaucoup Amandine Gay. Je rappelle que donc votre documentaire Ouvrir la voie sortira en France le 11 octobre, en Suisse le 1er novembre, en Belgique fin novembre et au Canada en février. Partons à présent au Pakistan. Pour finir, une bande dessinée cherche à inspirer la jeune génération pour combattre l'injustice et le patriarcat. Elle met en scène une jeune héroïne qui protège les femmes battues et s'en prend aux policiers corrompus. Regardez. Avec sa tenue vert islam, elle combat la corruption et les inégalités.
Mais sa mission principale, c'est de devenir un modèle pour la jeunesse. Pakistan Girl est une super-héroïne unique en son genre. C'est l'histoire d'une jeune fille pakistanaise ordinaire appelée Sarah. Elle a un chat, des amis, elle va à l'école et elle découvre ses pouvoirs après un accident. La BD raconte son parcours et comment elle décide de changer sa vie pour devenir un modèle pour les filles et les garçons du Pakistan. Dans des situations de la vie quotidienne, Pakistan Girl met hors d'état de nuire ceux qui agressent les femmes. La nouvelle héroïne d'Hassan Siddiqui marche dans les traces de Pakistan Man, un héros moustachu qui combattait déjà la corruption. On voulait créer une BD de super-héros féminins au Pakistan parce qu'il y a un énorme manque de modèles féminins et de super-héros féminins dans les médias traditionnels ici. La société et les structures religieuses sont très conservatrices au Pakistan. Le pays est systématiquement en bas du classement en matière d'égalité entre les sexes. Les disparités commencent très jeunes. En matière de scolarisation, les filles sont à la traîne. C'est dans ce domaine que Pakistan Girl entend avoir un impact. Traditionnellement, le Pakistan est une société patriarcale où nous avons des rôles assignés à chaque genre. Nous essayons d'inculquer à nos enfants le concept d'égalité des genres et je pense que nous devrions le faire à travers ce genre de lecture parce que c'est au plus jeune âge qu'ils construisent leur vision du monde. La BD est publiée en anglais, une langue que peu de gens maîtrisent au Pakistan. Hassan Siddiqui travaille donc à une version en ourdou pour atteindre un public plus large et espérer faire changer les mentalités. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile et les réseaux sociaux.